Le 20 mars, Amadou Matarbo soufflera sur sa centième bougie. Cet illustre fils du Sénégal fut le premier Africain à diriger l'UNESCO, une institution au sein de laquelle il a laissé son empreinte. La vie et l'œuvre de l'homme, aux innombrables distinctions, seront au cœur d'un colloque pour relever les qualités de ce professeur d'histoire qui a marqué son époque. Souleymane Bachir Diaye, bonjour. Bonjour, Denise Epoté. Pour quelles raisons est-il important d'organiser un colloque pour célébrer le centenaire d'Amadou Matarbo? Alors, vous venez de le dire, voilà un homme considérable, enfant du Sénégal, mais qui n'appartient pas qu'au Sénégal, il appartient à toute l'Afrique et il appartient au monde entier. La marque, l'empreinte qu'il a posée sur l'UNESCO, et vous venez de le rappeler, n'est pas seulement son empreinte personnelle, c'est l'empreinte véritablement de tout un continent. Il a marqué la présence africaine dans une institution internationale aussi prestigieuse que l'UNESCO. Et donc, il était tout à fait naturel qu'à l'occasion de ces 100 ans, l'intelligentsia sénégalaise se mobilise, pas seulement sénégalaise d'ailleurs, l'intelligentsia africaine et mondiale se mobilise pour lui dire en toute simplicité joyeux anniversaire. Professeur d'histoire, ministre de l'Éducation nationale, puis ministre de la Jeunesse et des Sports dans son pays, Amadou Matarbo a, comme je le disais tantôt, a été le premier Africain à diriger une organisation internationale. Quelle est l'empreinte qu'aura laissée cet homme de culture? C'est le professeur en lui qui a accompagné et, de manière décisive la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, qui avait été commencée depuis 1964, mais qui, pendant sa direction à lui, est entrée dans la phase décisive de la rédaction. C'est également en professeur d'histoire qu'il s'est porté au devant de la scène lorsqu'il s'est agi de parler de la restitution des objets d'art africains. Aujourd'hui, la question est revenue sur le tapis après le discours du président Macron, après que des restitutions ont commencé à être effectuées. Mais il faut se rappeler que dans les années 70, vers la fin des années 70, quand Amadou Matarbo était le directeur général de l'UNESCO, c'est lui qui a été l'avocat le plus éloquent pour la restitution des objets d'art africains à leurs créateurs. Et donc, voilà deux actions qui manifestent chez lui le professeur d'histoire. Une autre action qui est liée à son nom, c'est l'impulsion qu'il a donnée à la notion de nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Beaucoup de controverses accompagnaient évidemment cette notion, mais il faut se rappeler simplement la manière dont le titre même du rapport qu'il a commandé à Sean McBride exprime la signification de ce nomique. Un seul monde, des voix multiples. Voilà ce qu'il a voulu. Voilà ce que l'historien a voulu. Que le monde, une mondialisation véritable, soit une mondialisation réelle qui donne leur place à toutes les régions du monde de manière égale. Voilà ce qu'il a voulu et voilà la marque qu'il a posée sur cette institution. Mais d'où lui vient ce sens de l'équité alors qu'à cette époque, on était en pleine période de guerre froide? Eh bien oui, écoutez, je crois que ce sens de l'équité lui est véritablement chevillé au corps. C'est vraiment dans son ADN, je dirais. Il faut se rappeler que déjà étudiant en France, il avait organisé, il avait été un grand militant pour l'émancipation des humains contre la colonisation. Et cette volonté de voir un monde plus égal, un monde plus juste, un monde uni, mais uni dans l'équité, est quelque chose qu'il a toujours habité et qui a déterminé la trajectoire qui a été la sienne, encore une fois, depuis ses premières années, lorsqu'il était étudiant et qu'il militait pour l'émancipation. Et c'est cet esprit-là qu'il a apporté lorsqu'il a été aux affaires sur le plan international.
Alors, c'est aussi le panafricaniste qu'on va célébrer le 20 mars prochain, puisque Amadou Maktarbo a fait partie, il a même présidé la Fédération des étudiants africains, des étudiants noirs de France, la FEANF, dont pour eux, les deux objectifs étaient non négociables, l'indépendance et l'unité du continent. Mais aujourd'hui, n'est-il pas déçu de voir que les élites africaines ont failli? Absolument. Je crois qu'il faut effectivement rappeler cette mission que la FEANF s'était assignée. La FEANF a toujours considéré que des indépendances séparées, éclatées, fragmentées de micro-États, ce n'étaient pas de véritables indépendances. Et celui qui a le mieux résumé cela, c'est un autre grand Africain, Kwame Nkrumah, qui estimait que l'indépendance de l'Afrique ne serait une indépendance véritable que si elle était également le moment et le déclenchement d'une véritable unité de l'Afrique, la marche vers les États-Unis d'Afrique. Et donc, cet idéal qui était le sien, qui était celui de beaucoup de gens de sa génération, Amadou Mahtar Mbow l'a toujours porté. Cet idéal aura été trahi, vous l'avez dit, par des élites africaines qui se sont contentées de gérer les territoires étriqués dont elles avaient hérité à l'indépendance. Mais il est probablement aussi très heureux aujourd'hui de voir qu'il y a un renouveau du panafricanisme. Les jeunesses africaines, la jeunesse africaine s'est réemparée du projet et de l'idéal panafricain et aujourd'hui, il y a elle s'offre comme frontière, si je puis dire, la réalisation d'une unité du continent. Et même sur le plan institutionnel, l'Union africaine, qui a fait suite à l'Organisation de l'Unité africaine, est en train de mettre en œuvre patiemment aussi les instruments d'une véritable unification du continent. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien voir qu'à 100 ans, le message d'Amadou Mahtar Mbow s'adresse aux jeunes, s'adresse à cette jeunesse-là, à cette jeunesse qui a repris le flambeau du panafricanisme, cette jeunesse qui est convaincue que les frontières artificielles qui divisent le continent africain doivent être effacées. Eh bien, c'est à eux, c'est à cette jeunesse-là que Amadou Mahtar Mbow s'adresse. C'est la raison pour laquelle ces 100 ans sont autant de printemps. Amadou Mahtar Mbow a été fait citoyen d'honneur de plusieurs villes. Il a été fait également docteur honoris causa d'innombrables universités à travers le monde. Il a reçu d'innombrables décorations. C'est donc un citoyen du monde, mais qui ne s'est jamais départi de ses valeurs africaines. Et on retrouve là aussi encore la notion de métissage culturel chère à un autre fils du Sénégal, Senghor. Absolument, absolument. Et de ce point de vue-là, Amadou Mahtar Mbow est tout à fait exemplaire. Ses valeurs africaines, ses valeurs ancestrales, les valeurs de son Sénégal natal, de la ville de Dakar où il est né, mais également du village de Yalahar auquel il est associé, de la ville de Louga, eh bien, il correspond à cet idéal de la philosophie stoïcienne, cet idéal du cosmopolitisme. C'est un homme qui a pensé, qui pense à la dimension du monde. Le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, c'était cela. Penser le monde et le penser dans sa pluralité et dans son unité. Mais en même temps, et vous avez raison de le souligner, il y a cet enracinement profond. Et c'est ce qui fait de lui le métis que notre époque appelle. Ce métis qu'a chanté, vous avez bien fait de le rappeler, Léopold Sédar Senghor, et que notre époque appelle. Et il faut d'ailleurs rappeler à ce propos-là que Senghor disait qu'il ne fallait pas s'y tromper. Le métissage, ce n'est pas simplement des essences séparées qui se rencontrent, ce n'est pas uniquement un métissage biologique, c'est véritablement un sentiment éthique, moral pratiquement, de ce que signifie le métissage. Il disait chacun doit être métis à sa façon. Ça veut dire donc que le métissage n'est pas un état, c'est une tâche morale. Et Amadou Mahtar Mbow aura probablement mieux que personne accompli cette tâche éthique de faire de lui-même un métis, un citoyen du monde métis, et d'appeler à ce métissage dont notre monde a tant besoin aujourd'hui pour surmonter sa fragmentation en ethno-nationalisme et en populisme de tout genre.
Souleymane Bachir Diaye, comment expliquer qu'une figure aussi emblématique, Amadou Matarbo, n'ait jamais été tenté par la politique, lui qui est une référence pour les Sénégalais, voire pour tous les Africains? Je crois que ce qu'il faut dire de lui et de son rapport à la politique, c'est qu'il a réalisé l'idéal même de la politique. Si la politique, c'est vraiment l'art de prendre soin des affaires de la cité, de la police, il l'a fait et fait mieux que personne. Il n'a jamais refusé les responsabilités lorsqu'elles venaient. J'imagine qu'il s'est senti en devoir d'accepter les positions ministérielles qui lui ont été proposées et offertes par le président Senghor parce qu'il estimait qu'il était de son devoir de servir dans les positions où il serait. Donc, il a servi autant comme professeur d'histoire et de géographie qu'il a servi comme ministre de l'enseignement de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il a servi également à l'UNESCO, donc réalisant au fond le meilleur de la politique, c'est-à-dire en s'occupant des affaires de la cité, que ce soit la cité sénégalaise ou la cité mondiale lorsqu'il s'est trouvé en poste à l'UNESCO. Maintenant, il est vrai que les combinaisons politiques, ce que l'on a appelé la politique politicienne, ne correspond pas au tempérament qui est le sien. Mais je rappellerai à ce propos d'ailleurs qu'après une retraite bien méritée lorsqu'il a quitté l'UNESCO en 1987, il ne s'est pas contenté simplement de prendre son chapelet, ce qu'il a fait, mais il a estimé qu'il était également de son devoir de continuer à travailler pour le mieux-être justement de cette police, de la cité. Il a été président des Assises nationales du Sénégal, une sorte de conférence des bonnes volontés sénégalaises pour penser les institutions du Sénégal et penser un meilleur avenir de ces institutions. Parce que la démocratie, évidemment, et nous nous en sommes rendus compte récemment lorsqu'elle a été mise en danger, est une œuvre de longue haleine, c'est une œuvre continue. C'est bien ainsi qu'il a pensé les choses. Et lorsqu'il a dirigé les assises nationales pour proposer aux Sénégalais des avancées démocratiques continues, il a véritablement fait ce que l'on attend d'un homme de vision, d'un homme ou d'une femme de vision en matière politique. Un dernier mot, Souleymane Bachir Diaye, si vous aviez un vœu à faire, à lui adresser, que diriez-vous aujourd'hui? C'est Déwéneti. Déwéneti, en Wolof, ça veut dire à l'an prochain. Nous souhaitons pouvoir, en lui souhaitant ses 100 ans, nous souhaitons les lui souhaiter pour la 101e année et pour des années après. C'est le souhait que l'on peut formuler pour sa personne, étant donné l'affection filiale que nous lui portons. Donc ça, Déwéneti, c'est un mot d'affection. Merci Souleymane Bachir Diaye. Merci à vous, Denise.